Première partie, la fin des puissances coloniales. Une colonie est un territoire occupé et administré par une nation en dehors de ses frontières et demeurant attachée à la métropole par des liens politiques, économiques étroits. Au sortir de la guerre en 1945, deux puissances européennes notamment ont encore de grandes colonies. La France, avec des colonies en Afrique et en Indochine, en Asie, et naturellement le Royaume-Uni qui a été la grande puissance coloniale. Au sortir de la guerre, le Royaume-Uni et la France ne sont plus des grandes puissances. Les États-Unis et l'URSS les ont remplacées. Elles ont beaucoup promis à leurs colonies et à partir de 1945, les pays colonisés en Afrique et en Asie vont commencer à réclamer leur indépendance. Entre 1947 et 1962, la majorité des pays anciennement colonisés vont retrouver leur indépendance. C'est le cas de l'Inde en 1947 et de l'Algérie en 1962. Ces États ne sont pas devenus indépendants sans mal. L'Angleterre a choisi essentiellement la voie négociée. L'Inde et le Pakistan ainsi deviennent indépendants après une série de manifestations, d'événements, mais pas de guerre. Alors que la France va avoir beaucoup plus de difficultés avec l'Indochine, la guerre d'Indochine qui se termine en 1954, et surtout avec l'Algérie, avec une longue guerre meurtrière de 1954 à 1962, date à laquelle l'Algérie devient indépendante. En 1955, les pays non alignés qui appartiennent à aucun des deux blocs, on le verra, décident de se réunir à Bandung pour décider d'une troisième voie, c'est ce qu'on va appeler le tiers-monde. Beaucoup de ces États sont issus de la décolonisation et ont en commun un faible développement. Ils cherchent à s'affirmer sur la scène internationale, avec cette troisième voie qu'on appellera le tiers-monde. Rapidement, cette troisième voie va apparaître comme un échec. États-Unis et URSS, de par leur prestige, vont tout faire pour attirer ces pays-là dans leur giron, dans leur bloc. Avec la décolonisation, c'est la fin des grands empires. Ils sont remplacés par des blocs, c'est-à-dire des ensembles constitués de pays leaders, États-Unis et URSS, avec des pays alliés et satellites. C'est la guerre froide. Deuxième partie, la guerre froide. La guerre froide est une période de forte tension et de conflit entre le bloc communiste, l'URSS, et le bloc capitaliste États-Unis, mais sans conflit direct entre 1947 et 1989. C'est ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Chacun des deux grands possédant l'arme nucléaire et un nombre d'ogives nucléaires suffisant pour faire disparaître l'espèce humaine, aucun des deux ne peut l'employer. Et donc ils se neutralisent l'un et l'autre, c'est ce qu'on appelle l'équilibre. Il n'empêche qu'il y aura des conflits périphériques entre les deux, et parfois extrêmement violents. Il y a donc des conflits, des tensions. Tensions en Europe, par exemple, autour de Berlin et de son mur, et de véritables guerres, comme la guerre de Corée, la guerre d'Indochine ou du Vietnam, qui fit des centaines de milliers de morts. États-Unis et URSS organisent autour d'eux deux blocs de pays alliés ou satellites qui vont décider d'être protégés par l'un ou l'autre de ces grands, selon leur idéologie, communiste pour l'URSS, capitaliste et libérale pour les États-Unis. À côté des conflits, les deux grands se mènent une guerre culturelle et de propagande extrêmement intensive, à coups d'affiches publicitaires, de bandes dessinées, de films, etc. La course à l'espace est un bon exemple de guerre froide. États-Unis et URSS mènent une lutte sans merci pour savoir qui enverrait le premier animal, le premier satellite, le premier homme dans l'espace, et là l'URSS sera la plus forte, mais les États-Unis vont remporter la palme en envoyant le premier homme sur la Lune. La guerre froide crée donc une période de tension et d'instabilité extrêmement importante entre 1947 et 1989. Une institution, l'ONU, aurait dû pouvoir atténuer les choses, mais créée par les deux grands, elle va être complètement paralysée par la guerre froide entre 1945 et 1989. Troisième partie, la construction européenne. Cette construction est l'une des conséquences de la guerre froide, puisque dans le projet européen, il y a la volonté d'affirmer les pays de l'Europe comme étant capitalistes et appartenant au bloc américain. Sur cette affiche, on voit que cette Union européenne devrait nous protéger de la menace communiste que l'on voit avec les marteaux et les faucilles qui sont dans les nuages. Ouvrant la marche, le chancelier Konrad Adenauer, seul chef d'État présent ce 25 mars 1957. La scène se déroule au Capitole, l'hôtel de ville de Rome. Autour de la table signent les 6 pays fondateurs de ce que l'on appelle alors le marché commun. La République fédérale d'Allemagne donc, la France, l'Italie et les 3 pays du Benelux, Pays-Bas, Belgique et Luxembourg. 12 ans après la Seconde Guerre mondiale, avec ce traité de Rome, naît l'institution européenne. Depuis plus de 20 ans, le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix.
Tout comme les pères fondateurs, Konrad Adenauer signera des deux mains en répétant que l'Europe est là pour protéger les Allemands contre eux-mêmes. À l'origine du traité, côté français, des hommes de la résistance, la nouvelle génération, qui s'appellent Couve de Murville, Maurice Faure et Jean-François Deniau. En moins de 40 ans, l'Europe passe de 6 à 15 membres, de la Finlande au nord à la Grèce au sud. En 1989, le mur de Berlin tombe. Les portes de l'Europe s'entr'ouvrent pour les anciens pays du bloc soviétique. Ce qui sera confirmé par le traité de Nice fin 2000, l'élargissement est sur les rails. Janvier 2002, dans la liesse populaire, 12 pays adoptent l'euro, la monnaie unique. L'Europe à 25 deviendra réalité en 2004, un fabuleux destin pour les jeunes Européens. L'Union européenne est une vraie réussite. La politique d'élargissement a permis à l'Union européenne de passer de 6 États membres à 28, puis 27 avec la décision du Royaume-Uni de sortir de l'Union européenne. C'est également la plus longue période de paix que l'Europe a connue, et ce grâce à l'Union européenne. Quatrième partie, vers un monde multipolaire. Avec la chute de l'Union soviétique en 1991, les États-Unis sont restés la seule puissance dominante dans le monde. On parle alors d'hyperpuissance américaine, d'un monde unipolaire dominé par la suprématie de la puissance américaine. Cette hyperpuissance américaine va s'effondrer dans les attentats du 11 septembre 2001. Tout change à partir de là. On passe d'un monde unipolaire à un monde multipolaire. Tout d'abord, les États-Unis restent une grande puissance, capable d'intervenir partout dans le monde. C'est d'ailleurs la seule puissance mondiale ayant cette capacité de le faire, grâce à des bases partout dans le monde et des flottes déployées sur tous les océans. Suite au traumatisme du 11 septembre, les États-Unis vont intervenir en Afghanistan, mais aussi et surtout en Irak pour chasser le dictateur Saddam Hussein. Cette intervention décidée par George Bush va se révéler catastrophique et déstabiliser l'ensemble de la région. C'est l'une des conséquences de la géopolitique d'aujourd'hui. Cette intervention va amener l'effondrement de l'Irak et la création de l'État islamique Daesh. Cela va déstabiliser complètement le Moyen-Orient et être l'une des raisons des vagues d'attentats que l'on connaît aujourd'hui sur la planète. Avec l'émergence de nouvelles puissances économiques, des tensions apparaissent également sur la maîtrise des ressources, charbon, gaz, uranium et pétrole. L'Afrique aujourd'hui est certainement le continent qui connaît le plus grand nombre de tensions. Tensions politiques avec la présence autour du Sahara de groupes islamiques terroristes, mais également autour de ses ressources, entre les États-Unis, la Chine, la Russie et les pays de l'Union européenne. Effectivement, la Chine joue un rôle de plus en plus important dans l'Afrique, dans la maîtrise, la mainmise même des ressources et des matières premières de ce continent. Depuis 10 ans, la Chine s'est affirmée comme la deuxième puissance économique et rentre de plus en plus en tension avec les États-Unis. Pour conclure, nous avons donc aujourd'hui non plus une seule puissance, mais des puissances, même si les États-Unis restent la puissance dominante. La Russie, qui cherche à redevenir une grande puissance, par exemple, et surtout la Chine. L'Union européenne, elle est en déclin. Le monde aujourd'hui est un monde aujourd'hui instable, notamment à cause des vagues de terrorisme islamique venus du Moyen-Orient et d'Afrique. L'intervention américaine en Irak a contribué à la création de Daesh, par exemple, qui déstabilise l'ensemble de la planète. Prochain thème d'histoire, Français, Françaises dans une république repensée. Mais ceci est une autre histoire.